dernier jour de 1979, nous vous proposons un grand film, c'est le Nouveau Testament. C'est un film de 1936, signé Sacha Guitry, un des grands maîtres de l'humour français. Et ce film a d'ailleurs été réalisé par Sacha Guitry, que vous retrouverez bien sûr dans le rôle principal, celui du docteur Marcelin, aux côtés de Pauline Carton et de bien d'autres comédiens. Et tout de suite après la projection de ce grand film, eh bien, Alain Decaux et Claude Dufresne évoqueront Sacha Guitry. Je vous engage à rester avec eux, ces maîtres en l'art de raconter. Et puis, je vous souhaite aussi une très bonne année. Si j'avais devant moi un tout jeune homme, comédien né, je lui dirais « Adore ton métier, c'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est encore mieux. C'est mieux que tout, c'est magnifique et tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit, tu l'entendras. Ça, c'est unique, mon chéri. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau, un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît, un geste drôle, inattendu, et ça commence tout à coup. Car ça commence d'un seul coup. Et voilà, le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue. Et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout, les chagrins, les soucis et les peines. Et comprends bien ceci, comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci, je sais, ça ne fait rien. Sois ignoré, va donc, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes, tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin, que t'importe. Fais rire le public, dissipe son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie, sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le, ça ne fait rien. On oublie toujours ça. Sacha Guitry, un nom de victime de l'esprit français. Alain Decaux, vous l'avez bien connu, Sacha Guitry. Vous avez senti flotter autour de vous le parfum de son esprit. Vous avez été son ami. Pourtant, ce n'est pas à la question, mais plutôt à l'historien, afin qu'il nous précise le rôle que tenait Sacha Guitry dans la vie quotidienne de la France entre les deux guerres. Et oui, Sacha Guitry, c'était la précocité. Vous savez qu'il a fait jouer sa première pièce à 18 ans, c'était Nono. Mais il y a eu une lente conquête de Paris avant la guerre, avant la Première Guerre mondiale. Et la conquête de Paris, c'est après. On peut dire que la gloire de Sacha Guitry, c'est entre 1917 et 1940. Alors oui, on a du mal, et je crois qu'il faut vraiment se reporter aux documents. On a du mal à voir cette place. Évidemment, il allait de triomphe en triomphe. Ses pièces, ses comédies musicales, car il a découvert le cinéma à cette époque-là. Mais aussi, c'était un homme qui était présent, qui était associé à la vie, tous les jours. Il se passait quelque chose à Paris, on avait besoin de Sacha. On inaugurait un poste de radio, il était là, il faisait l'éloge de Branly. Lindbergh arrivait à Paris, eh bien c'était lui qui écrivait immédiatement une œuvre dramatique pour le saluer. Le roi et la reine d'Angleterre étaient là, il écrivait un à propos. Et vous savez que René Benjamin a dit une chose très jolie, il a dit, il était le Molière de Monsieur Albert Lebrun. Mais il avait de qui tenir, n'est-ce pas? Il avait de qui tenir, car son père, le grand comédien Lucien Guitry, avait aussi beaucoup d'esprit. Oui, c'est d'abord le fils de Lucien, et c'est naturellement Lucien qui lui a donné le goût du théâtre. Il a d'ailleurs d'abord voulu être acteur, et évidemment c'était une mauvaise idée, parce qu'il était fait pour jouer ses pièces, pas celles des autres. Et Lucien, c'est en effet un genre d'esprit qu'on trouve dans Sacha. Oui, notamment, tenez cette anecdote que vous connaissez sûrement, mais enfin je vais la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Un jour, Lucien Guitry était dans sa loge et il était poursuivi par un monsieur, comme souvent les grands acteurs, par un monsieur qui tenait absolument à l'avoir un soir à dîner chez lui. Et Lucien Guitry, une fois de plus, reçoit la visite de ce monsieur. Il est en train de se démaquiller devant sa glace et ce monsieur lui dit « Ah maître, cette fois-ci, vous ne pouvez pas refuser. Il est absolument indispensable que vous veniez chez moi mardi car je donne une soirée en votre honneur. »
Et bien entendu, Lucien Guitry, là, pour s'en débarrasser, dit « Eh bien, c'est entendu, monsieur, j'accepte votre invitation. » Et à peine ce monsieur est-il parti que Lucien Guitry se tourne vers son valet de chambre, secrétaire, qui était là, et lui dit, avec ce ton un peu vert qu'il savait employer, « Écris à ce vieux schnock que je n'irai pas dîner chez lui mardi. » Et à ce moment-là, dans la glace de sa coiffeuse, il aperçoit le monsieur qui, ayant oublié son chapeau, revenait dans la loge, et avec beaucoup d'à-propos, il ajoute « Puisque j'ai le plaisir d'aller dîner chez monsieur. » C'était vraiment... C'est très joli. Et moi, je me souviens également de cette fois où il était avec une dame. Il y a eu beaucoup de dames dans la vie de Lucien Guitry. C'était une petite dame, et il caractère, Lucien Guitry. Et tout à coup, il se monte, qu'est-ce qu'elle avait fait, on ne sait pas, mais quelque chose de grave, il se monte, il élève la voix, et tout à coup, elle a très peur, et il lui lance une gifle, ce qui n'est pas bien. Alors elle crie, j'ai peur, j'ai peur. Alors, reprenant son calme, il dit, n'aie pas peur, je suis là. Et l'enterrement du cousin. Alors, il était en train de suivre l'enterrement d'un homme qu'il avait détesté, qu'il n'aimait pas du tout. Et vous savez, à l'époque, on suivait les enterrements à pied. On allait au cimetière, c'était un corbillard tiré d'un cheval ou des chevaux. Et le jeune Sacha était près de son père. Et on marchait, on se fatiguait. Et alors Lucien se tourne vers sa commence à le regretter. Naturellement, cet esprit que Sacha Guitry avait en lui-même, il l'a semé dans ses pièces. Et nous allons en avoir un exemple maintenant avec un extrait important du deuxième acte de Faisons un rêve. Entre parenthèses, d'ailleurs, ce deuxième acte, Sacha Guitry le jouait presque entièrement seul, puisque la réplique de fin seulement est donnée par une femme. Alors, la situation, d'abord, la pièce se situe dans les années 25-30, c'est quand même important à préciser. Un homme, donc, un célibataire, un homme à femme, attend précisément une jeune femme mariée, qui lui a promis de le visiter en profitant d'un voyage de son mari. Il l'attend avec une impatience d'autant plus fébrile qu'il ne s'est encore rien passé entre eux et qu'il se demande ce qui va exactement pouvoir se passer. Il est donc là, je vous l'ai dit, tout seul dans une pièce. Alors on pourrait dire que c'est une situation banale, seulement avec Sacha Guitry, rien n'est jamais banal et vous allez pouvoir... Elle part de chez elle. Si elle tient sa promesse, et elle va la tenir, j'en suis sûr, elle sera là dans pas tout à fait 5 minutes. Oh. Elle descend. Oh, que j'ai bien fait de parler aujourd'hui, moi, de lui dire que je l'aimais. Ah, c'était le jour, c'était l'heure, c'était juste. Et dame, on sent ces choses-là. La voilà, qui sort de chez elle, elle traverse le trottoir, appelle un taxi. Psst, taxi, 25 à... Bien, madame. Elle tourne le coin de l'avenue de l'Alma. Elle traverse les Champs-Élysées. Elle prend la rue Washington, pourvu qu'elle ne prenne pas froid dans le taxi. Ah, ça, si elle chipe un rhume, ça sera épouvantable. Elle sera très vilaine humeur et ça sera ma faute si elle a laissé les 2 vitres ouvertes. Ça va être épouvantable de faire l'amour avec une femme qui a un rhume. On lui dit, chérie, je t'aime, et toi? Et elle vous répond, bois, beau d'abord, je t'adore. Atchou! Ah, la voilà enfin. Qui est loin de la rue Washington, elle prend cette petite place là où il y a tous ces nouveaux refuges qui sont si compliqués, comme tout ce qui est fait pour arranger la vie. Elle passe devant l'horloge automatique qui retarde d'1h15 depuis 1 an et demi. Prends-le, mon amour, je te le donne, il est à toi, le boulevard Haussmann. Prends-le et descends-le. Voilà. Attention, toi, attention au travail, surtout. Ouais. Descends toujours le boulevard Haussmann. Là. Ah, Shakespeare. Statue de Shakespeare. Elle tourne autour de Shakespeare. Soyons pas étonnés si demain Shakespeare a la tête à l'envers. Maintenant, elle prend la rue de Messine, l'avenue de Messine, plutôt. Ah là, le chauffeur met en seconde, vroom vroom, elle monte l'avenue de Messine, monte, encore. Non, pas au 24, on t'a dit au 25. Là, monte encore.
Voilà. Arrête, arrête, arrête. Bien. Voilà, descends, mon amour. Je t'ouvre la portière. Hein? Descends. Paye. Ah, ça, il n'y a rien à faire, il faut payer. Voilà. Donne-lui un bon pourboire. Tiens bien. Très bien. Alors maintenant, traverse le trottoir. Et... Mais non, personne ne te regarde. Qui veux-tu qui te regarde? Voilà, à cette heure-là, voyons. Impatiente-toi, ressonne. Bien. Ouvre la portière. Là, referme. C'est bien. Traverse le vestibule maintenant. Prends l'ascenseur. Ah non. Non, tu préfères monter à pied les 21 marches qui nous séparent. Alors, tu as raison, ça ira aussi vite. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sonne. Sonne. Qu'est-ce que... Elle sort de poudre, peut-être. Assez de poudre, sonne. Mais sonne donc. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle peut foutre, nom d'un chien? Mais qu'est-ce qu'elle peut foutre? Lorsque les femmes sont assommantes. Ah, j'en ai connu une qui était exacte. D'ailleurs, je ne pouvais jamais arriver à être à l'heure. Oh oui, elles sont assommantes. Oh, c'est même inouï d'adorer les femmes comme je les adore et de les trouver assommantes à ce point-là. Car je les adore de dire qu'elles sont assommantes. Être marié, ça doit être terrible. Je me suis d'ailleurs demandé toujours ce qu'on pouvait faire avec une femme en dehors de l'amour. C'est vrai? Chacun est comme il est. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de différence entre un homme qui est marié et un homme qui n'est pas marié qu'entre un Chinois et un Portugais. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'a peut-être pas trouvé de taxi. Non, qu'elle ne dise pas ça. Il y en a toujours au coin de l'avenue de l'Alma. Mais pourvu qu'elle ne soit pas malade. Ah, elles ont toujours quelque chose, c'est vrai. On dirait qu'elles gagnent que nous. Oh non, ce qui est bête, c'est l'heure qui passe, pas le temps à la demi, le temps de... Nous ne serons pas couchés avant 10 heures. Et à 11 heures, elle sautera du lit en me disant vite, vite. Oh, bah d'ailleurs, à ce sujet, je vais mettre ma montre à l'heure parce que je ne tiens pas à me relever tout le temps. C'est bête, n'est-ce pas? C'est l'heure qui passe. Et puis, ce qui est bête, c'est de rater une chose qui pouvait être charmante, une occasion que nous ne retrouverons peut-être jamais. Puis d'un autre côté, si elle ne doit pas venir, j'aimerais autant le savoir. J'ai pas envie de me retrouver comme ça, comme un idiot, tout seul dans l'obscurité. Non, c'est vrai, c'est chiant la femme et l'amour, mais faut pas en être esclave, faut pas tout subordonner à ça. Hein? C'est bien simple, depuis 5 heures du soir, j'ai pas pu m'occuper d'autre chose. J'avais un rendez-vous avec Chabrier. J'y suis pas allé. J'ai acheté des fleurs, des draps de soie, je m'en suis foutu pour je ne sais combien. J'ai à peine dîné pour pas être gonflé. Je suis rasé en sortant de table, j'ai horreur de ça, ça me congestionne. Et sûrement demain matin, j'aurai des petits boutons blancs. Non, vraiment, elle aurait mieux fait de me dire je ne peux pas venir, je ne peux pas venir, j'en serais pas mort, quoi. C'est vrai, c'est une femme délicieuse, mais moi aussi, je suis un homme délicieux. Et j'ai pas envie qu'on me laisse pointer comme ça. Allez, tant pis, je vais l'appeler. Ça, j'en peux plus. Non. Ça sera trop beau, ça. C'est pour plus tard. Voyons, c'est quoi? Passy... Ah, je sais que ça finit par 02, mais... Ah bah non, pas tout à fait. Passy 1433. Tiens. Je vais le demander par les réclamations, comme ça ira plus vite. Allô? 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 Ah, oh, qu'est-ce qu'elles font? Elles jouent aux cartes, c'est pas possible. Ah, mademoiselle, eh bien, il y a un quart d'heure que je demande un numéro que je ne peux pas obtenir. Oui, ben oui, je sais le numéro que je demande, figurez-vous. C'est Passy 1433. Oui.
Oui, 33, l'âge du Christ. Mais non, pas 46. Non, allô? Non, pas si, 14, 33. Deux bossus, c'est ça. Allô? Ah, allô? C'est vous, chérie? Oui, c'est moi. Eh bien, alors? Qu'est-ce qui se passe? Ben, comment, rien? Vous savez l'heure qu'il est? Oui. Oh, pourquoi? Oh, pourquoi? Oh, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Non, écoutez, chérie, je ne vous comprends pas. Tantôt, vous m'avez répondu oui d'une façon si spontanée. Votre ton était... Ah non, non, ton... Mais non, ton... Non, je dis ton, pardon, votre ton, eh bien, il était catégorique, tantôt, ton. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, ça y est, elle a réfléchi, mais il ne fallait pas réfléchir, mon amour, il ne faut jamais réfléchir. Il faut... Allô? Allô? Ah non, je croyais qu'on avait coupé. Non, je disais qu'il fallait toujours se laisser guider par son instinct. Écoutez-moi, mon chéri, je ne veux vous dire qu'un mot parce que ce mot-là me vient du cœur. Écoutez-moi, je vous jure que jamais un être au monde n'a été désiré comme je vous désire en ce moment, mon amour. Oui. Eh bien. Oh, non, je vous assure qu'il ne vous faut pas plus de 5 minutes pour être ici. J'en ai fait... Eh bien, 1 heure. Pense donc en 1 heure à tout ce que nous avons le temps de nous dire. Hein? Comment êtes-vous habillé d'abord? Eh bien, remettez-le, votre chapeau. Ah, moi, mon amour, non, je suis en complet veston, comme j'étais tantôt, exactement le même. Comment? Le lit? Ah non, d'abord, c'est pas un lit, c'est un divan. Oui, je sais que je peux le transformer en lit si je veux, mais... oh, vous ne pensez tout de même pas que j'ai fait une chose pareille? Je sais trop la femme que j'attends, vous savez. Ben oui, pour les autres. On transforme le lit, on se met en robe de chambre et on éteint la lumière, mais pas pour vous. Oui. À que moi j'aille chez vous? Ah ben non. Possible. Ah ben, le temps que je me rappelle. Non, et puis il faut que ce soit ici, chez moi. Tu le comprends bien. Comment? Que je vous parle? Ben, je ne fais que ça depuis 1 heure. Ah, que je vous parle comme ça jusqu'à minuit? Oh ben non, vous n'allez pas me faire ça. Hein? Sur votre lit? Et pourquoi vous mettez-vous sur votre lit? Pour m'entendre. Oh, bah, écoutez, vous êtes bien aimable, mais... Bon, alors il faut que je parle tout seul. N'allez-vous pas me... Ah non, mais pourquoi n'allez-vous plus me répondre? Ah, allô? Oh, bon, comment c'est fini? Chérie, allô? Non, allô, chérie? Allô? Mais il ne veut plus me répondre. Non, écoutez, chérie, qu'est-ce que... Mais pourquoi me faites-vous ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, chérie, ce que vous faites là en ce moment n'est pas digne de vous. Et je ne méritais pas d'être traité de cette façon-là, je vous assure. Mais ça n'a pas de sens. Oh, vraiment. Et vous dites que je vais vous parler comme ça jusqu'à minuit, sans avoir la certitude que vous m'écoutez? Ben non, par exemple. Oh, et savez-vous ce que je vois en ce moment? Eh bien, je vois qu'il y a 6 minutes que je parle tout seul et 6 minutes que je n'entends plus votre voix. Donc, vous pourriez être ici depuis déjà... Et pas le méchant petit être adoré que vous êtes. Écoutez, mon amour, si vous ne voulez pas parler, moins sur l'appareil, faites quelque chose, que j'ai pas cette impression horrible de parler tout seul. Hein? Écoutez, chérie, j'ai une idée. Je prends les 2 récepteurs
et je ferme les yeux. Voilà. Alors maintenant, penche-toi sur ton appareil et fais le bruit d'un baiser. Fais-le. Fais-le pour que j'ai un peu l'impression que je ne suis pas tout seul. Voilà. Là, je ferme les yeux et je tends mes lèvres vers les tiennes. Toutes les bonnes fées, bien sûr, s'étaient penchées sur le berceau de Sacha Guitry, mais malgré tout, il avait eu une enfance assez chaotique et des études qui ne l'étaient pas moins, n'est-ce pas? Oui, ses parents étaient séparés, de sorte qu'il n'avait jamais vu ses parents ensemble. Et d'ailleurs, il avait 8 ans un jour, et sa mère le regarde et dit « Mais qu'est-ce que tu peux ressembler à ton père, toi ?» Alors il dit « Comment tu connais papa ?» Alors évidemment, les études, il en a fait beaucoup, parce Mais que... toujours dans la même Vous classe. savez, oui, il n'y mettait pas vraiment de mauvaises intentions, mais enfin, il restait en 6e. Alors, on le renvoyait, parce qu'il était très mauvais élève, on changeait de pension, de collège, d'institut, mais il était toujours en 6e. Et à 16 ans, il était toujours en 6e. C'est encourageant. Oui. Mais finalement, il était ses études, en somme, en 6e. Eh bien, écoutez, il avait 17 ans, et un jour, sa mère lui dit, Sacha, oui, j'ai peur que tu te maries en 6e. Sacha, j'ai peur, hein? J'ai peur que tu meurs en 6e. Alors, Madame Guitry lui dit, elle ne s'appelait plus Madame Guitry, c'est Madame de Pongeste, lui dit, tu ne crois pas que... Oh oui. Et c'est comme ça qu'il a arrêté ses études. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que par la suite, il était très réclamé par les lycées successifs qu'il avait fréquentés, car s'il avait été un cancre dans sa jeunesse, il était devenu une gloire par la suite. Et c'est ainsi qu'à l'occasion d'un banquet pour le 50e anniversaire du lycée Janson de Sailly, il avait composé un petit poème charmant, que malheureusement je ne connais pas par cœur, mais où il déclarait en substance, avec cette voix inimitable que je n'imiterai pas, « Vous voyez, messieurs, la vie est injuste. » Il s'adressait aux autres anciens élèves, vous êtes tous de brillants sujets, vous avez fait tous des études remarquables et vous avez une fois par an ce banquet des anciens élèves. Tandis que moi, qui ai été renvoyé de 12 établissements successifs, eh bien ça me fait un repas par mois d'assuré. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'au fond, d'après il est passé pour ainsi dire directement de la 6e au théâtre. Oui, non, on ne peut pas dire ça parce qu'il a vécu dans le théâtre. Oui, il était n'est-ce pas? imprégné dans Quand le il théâtre. était tout petit, imaginez que son père, Lucien Guitry, chaque fois qu'il créait un rôle nouveau, et il en a créé beaucoup, faisait tailler, on lui faisait un costume pour lui, Lucien Guitry, et il demandait au costumier un costume à la taille du petit Sacha. C'est déjà assez étonnant. Et puis songez que tous les dimanches, Sacha et son frère, il avait un jeune frère qui s'appelait Jean Guitry. Entre la matinée et la soirée, on conduisait les deux petits garçons chez Madame Sarah Bernard, dans son théâtre, pour la voir. Alors, au fond, c'était un rite, le rite du dimanche, ils allaient voir Madame Sarah Bernard. Et puis, songez aussi qu'il était tout petit et il voyait son père partir tous les soirs. Et un jour, il dit à la femme de chambre, pas comme ça, tous les soirs, à la même heure. Et la femme de chambre lui répond, il va jouer pour te gagner des sous. Or, pour un enfant, jouer, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est merveilleux de jouer. Alors, comment on peut jouer, ce qui est merveilleux, et en plus gagner des sous? C'est peut-être l'origine de sa vocation. En somme, il était évidemment, il ne pouvait pas échapper au théâtre. Ce qui est très curieux, c'est qu'il a partagé d'une manière à peu près égale son temps entre le théâtre et les femmes. Les deux, d'ailleurs, s'interférant, se mêlant très souvent. Et ça prend du temps. D'abord, il s'est marié 5 fois. Même si on se marie vite, c'est quand même un exercice qui ne se fait pas en 5 minutes. Et, voyez-vous, aujourd'hui encore, on peut se demander, et je vais vous demander d'ailleurs de le préciser, quelle était vraiment son opinion à propos des femmes, car elle est assez paradoxale. On a l'impression qu'il les aime beaucoup, et pourtant il dit « il faut aimer beaucoup les femmes pour avoir le droit d'en dire du mal ». Et il dit « les femmes sont inconsolables des fautes qu'elles n'ont pas commises ». Il se livre à elles et il dit pourtant « il faut mentir aux femmes ». On a l'impression... il est sans arrêt en porte-à-faux à l'égard des femmes. On a toujours l'impression qu'il les aime, mais que par ailleurs, il a contre elles, je ne sais pas, comme une sorte de petite rancune. Il ajoute aussi d'ailleurs une chose importante, il dit « je conviens volontiers que les femmes nous sont supérieures pour n'avoir pas à convenir qu'elles sont nos égales ». Alors quel était vous pensez
entend tout ça, quand on lit tout ça, parce qu'il a beaucoup écrit, en effet, sur les femmes, beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, on se dit, Sacha est un misogyne. Sacha a pour la femme cette indulgence amusée qu'on peut avoir quand on est misogyne. Ça n'est pas tout à fait vrai. La femme joue un rôle très grand dans son théâtre. Il y a toujours un rôle d'homme et un rôle de femme, très équilibré souvent. Et il faut l'avoir vu avec des femmes, notamment avec des comédiennes. Sacha était un homme de théâtre, donc il voyait des comédiennes, donc des femmes qui travaillaient. Eh bien, devant une femme qui travaillait comme une comédienne, il avait le plus grand respect pour ce travail, pour cette femme. Ce n'est pas sa faute s'il ne connaissait pas les autres. Et il connaissait celle-là, et je peux vous dire à quel point il les respectait. Et puis, je crois, voyez-vous, qu'il y a aussi un jeu. C'est drôle de dire tout ça. Ça aimait faire rire. Il est beaucoup plus drôle et on fait rire beaucoup plus facilement quand on dit du mal des femmes que quand on les dit du bien. Alors, il ne faut pas non plus y attacher trop d'importance. Il poursuivait, je l'ai dit tout à l'heure, il poursuivait un petit peu sa vie sentimentale sur la scène. Et cela lui était possible, surtout avec sa deuxième épouse, qui a été une grande artiste, qui était Yvonne Printemps. Il a écrit pour elle de très jolies choses. Et je crois qu'il a aussi fait une chose étonnante pour elle, de même que par la suite, il devait inventer une formule cinématographique avec les romans d'un tricheur. C'est lui, Sacha Guitry, il a écrit, ça on l'oublie parfois, il a écrit pour Yvonne Printemps, il a écrit Mozart, il a écrit L'amour masqué, et il a écrit aussi cette délicieuse Mariette, dont nous allons entendre un extrait enregistré dans un instant, mais j'aimerais bien, cher Alain Decaux, que vous nous précisiez la situation de Mariette pour que nous comprenions bien ce qui va se passer maintenant. Eh bien oui, c'est une pièce qui se passe le soir, le premier acte du moins se passe le soir du 2 décembre 1851, le coup d'État de Louis-Napoléon. Et en attendant le coup d'État, ça n'est pas du tout historique évidemment, Louis-Napoléon est allé au théâtre. Et ses amis, ses complices lui ont dit surtout ne vous nommez pas. À l'époque, on ne connaissait pas les visages, il n'y avait pas de photos dans les journaux. Et il va au théâtre et c'est une jeune chanteuse qui chante, Mariette. Il la trouve merveilleuse, elle a du talent, elle est... Après la pièce, il va dans sa loge et il essaye de l'inviter à souper. Mais, mon Dieu, pourquoi pas? Évidemment. Et elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Or, chose curieuse, elle est bonapartiste. Et il s'en rend compte parce qu'il y a un buste de Napoléon Ier sur sa cheminée, dans la cheminée de sa loge. Il se dit, comment faire? Je n'ai pas le droit de dire qui je suis. Alors il dit, vous ne devinez pas qui je suis? Elle voit que c'est quelqu'un d'important. Elle se trompe, elle dit, vous êtes le duc de Nemours. Et il répond, au contraire. Alors il faut qu'il trouve, il dit, venez donc souper avec moi. Non, non. Et alors à ce moment-là, il va sortir de sa poche son portrait, au bas duquel il y a son nom. Ah, venez souper avec moi, venez donc souper avec moi. Non, 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 je ne veux pas. Pourquoi? Un tout petit peu de champagne, tous les deux, très vite. Non, 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 je ne l'aime pas. Écoutez, si j'ai juré de me taire, je peux du moins vous montrer mon portrait. Lisez mon nom sous ce portrait. Lisez, n'ayez pas peur. Lisez. Alors, venez souper avec moi. Voulez-vous venir ici tout de suite? Voulez-vous venir ici? Oh, vous allez venir. Dites, vous allez venir. Hein? Dites. Il y a une phrase de lui, moi, qui m'amuse beaucoup, mais je me demande s'il est tout à fait sincère en la disant lorsqu'il s'écrit « Il y a des bêtises que j'ai faites dans la vie uniquement pour avoir le plaisir de les raconter ». Moi, je me demande si derrière cette légèreté apparente ne se cache pas une grande profondeur, au contraire, ne serait-ce que dans l'observation des événements et dans la manière de concevoir les individus. Vous savez, je crois qu'il y a des textes de lui qu'on connaît mal, et qui sont en dehors de son théâtre ou de ses films, qui sont des réflexions, qui sont des pensées. Il y a plusieurs volumes malgré. Il y a toute une philosophie de la vie qui est assez amère, en effet.
on dirait que c'est un homme qui est un peu revenu de tout, et pourtant qui a aussi une grande confiance dans les hommes. Parce qu'il y a une chose qui domine sa vie, et c'est le conseil qu'il donne aux jeunes toujours, c'est le travail. Et si vous voulez, quand on a eu la chance de vivre avec lui, et près de lui, comme moi, et une des choses qui frappait, c'est de voir à quel point il allait loin dans l'élaboration de ses pièces, de ses films. J'ai acquis près de lui quelque chose d'important qui est l'amour du travail bien fait, tout simplement. Avec Sacha Guitry, tout était important. La moindre des choses. Un journaliste qui venait le voir, eh bien, il préparait à l'avance l'interview. Alors, il y a tout ça dans l'œuvre de Sacha Guitry. C'est une œuvre finalement pessimiste, l'œuvre de Sacha Guitry. Et pour revenir aux femmes, nous en parlions à l'instant, eh bien, je crois que, bien sûr, il y a ce côté femme-enfant qui agace aujourd'hui les femmes. Alors, on a l'impression que les femmes sont toujours des enfants pour Sacha Guitry, mais pas seulement pour lui, pour tous les hommes de son temps. Souvenez-vous de Monterland. Oui, c'est une sorte, bien sûr. Voilà. Alors, je pense que plus tard, eh bien, quand on le relira et qu'on rejouera, car je suis sûr que c'est une œuvre, déjà elle a franchi le purgatoire, et c'est une œuvre qui est éternelle maintenant, eh bien, cette œuvre sera un extraordinaire document sur les rapports entre les hommes et les femmes. Précisément, Alain Decaux, je disais au début de cette petite conversation que nous avons, et j'ai d'abord posé une question à l'historien, vous avez été l'ami de Sacha Guitry, vous l'avez vu vivre. Tout le monde croit le connaître parce qu'il se montrait beaucoup, on le voyait beaucoup. Mais derrière cette façade qui est admirée par les uns et qui est très critiquée par les autres, quel était le véritable Sacha Guitry? Comment était Sacha Guitry en tête à tête, vous qui l'avez beaucoup mieux connu que moi d'ailleurs? Eh bien, en tête à tête, il était simple, parce que c'est le contraire de ce qu'on attend. N'est-ce pas? Sacha Guitry, c'est une légende, c'est le moi, c'est l'égocentrique, c'est l'égotisme. Ben non, c'est pas ça du tout. Si vous voulez, c'est une image qu'il s'est donnée. Je suis sûr qu'il se l'est donnée volontairement, de même que Briand avait dit au jeune Laval qui débutait dans la politique, trouvez-vous un signe distinctif, et Laval a mis la cravate blanche. Eh bien, de même que Sacha Guitry a mis en scène ce personnage. Ça n'est pas par hasard que dans le tout seul habillé d'un costume rayé avec un fusain, et qu'il dit en regardant la caméra, ce film a été écrit, conçu, réalisé et interprété par moi-même, et il signe Sacha Guitry. Ben, parce qu'il sait qu'on attend ça de lui. Alors, l'homme que j'avais en face de lui, c'était le contraire. C'était l'ami. C'était un homme délicat, et pour les gens qui ne l'ont pas connu, ça étonnera, mais c'est vrai, un homme qui s'occupait toujours de l'ami qui était à côté de lui. C'est qu'à cet ami, aux préoccupations de cet ami. Je dois dire que j'avais 19 ans, j'étais rien du tout. Combien de fois m'a-t-il dit, alors mon petit coco, alors mon petit coco, qu'est-ce que vous faites? À quoi pensez-vous? Avez-vous envie de quelque chose? Je n'oublierai jamais que j'ai écrit mon premier livre, et j'avais 20 ans, et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites en ce moment? J'ai dit, bien, je viens de finir un livre. Comment, un livre? Oui. Sur quoi? Sur Louis XVII. Ah, Louis XVII. Et puis rien. Rien d'autre. Et quelques jours après, un coup de téléphone d'un éditeur qui me dit, Monsieur Alain Decaux, oui, je sors de chez Monsieur Sacha Guitry, donc je vais publier le prochain livre. Il m'a dit qu'il venait de lire un manuscrit formidable, extraordinaire, de vous, sur Louis XVII. Qu'il avait passé la nuit à le lire et qu'il fallait que je le publie. Alors vous pensez une recommandation de ce genre, apportez-moi votre manuscrit. Il se trouve qu'on a pris ce livre, mais ce que j'aime, voyez-vous, ce n'est pas qu'il me recommandait, ça beaucoup d'amis le feraient, c'est la manière dont il a fait. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas dit en se gonflant, en prenant un côté très protecteur, très paternel, mon petit, je vais m'occuper de vous, il ne me dit rien. Et il le fait sans le demander. Vous savez, il y a énormément d'histoires. On ne sait pas, par exemple, que quand Paul Léoto, qu'il admirait fabuleusement, est tombé malade, et quand on l'a enterré, il n'y avait pas d'argent. C'est Sacha Guitry qui a payé. Et il ne l'a dit à personne, personne ne l'a su. Moi, je me souviens d'ailleurs que la première fois que je lui ai demandé de participer à une émission, sa première phrase, ça a été à monsieur, comme c'est gentil à vous d'avoir pensé à moi. C'était trop gentil. Alors écoutez, pour terminer cette émission, on va lui laisser la parole avec des extraits de sa merveilleuse pièce qui s'appelle Désiré, qui se passe aussi dans les années 25-30. Désiré est un qui croit en trouver une chez une jeune femme qui est entretenue, et pas par n'importe qui, par un ministre. Seulement voilà, la jeune femme téléphonant pour avoir des renseignements à la patronne précédente de Désiré, une comtesse russe, apprend un fait qui la trouble profondément. Je vois que madame vient probablement mon
ancienne patronne qui lui a sans doute déconseillé de me prendre à son service. Mais pas du tout. Madame, si j'osais, je dirais à madame que madame ne sait pas très bien mentir. Et pourtant, ça serait un service à me rendre que de me le dire. Parce que si cette dame doit continuer à me faire du tort de cette façon, j'aurais tout intérêt à ne plus me servir de son certificat. C'est vrai, son certificat est excellent, et quand on lui demande de vive voix des renseignements sur moi, elle les donne mauvais. Est-ce que ça ennuierait beaucoup, madame, de me dire exactement ce que cette dame lui a dit? Ça me gênerait beaucoup. Je peux jurer à madame, sur la tête de madame, que cela resterait entre nous. C'est important, madame. Il faut que je sache ce que l'on dit sur moi. Elle n'a pas été très précise, en vérité. Elle m'a simplement dit que... Que? Mais c'est que je lui avais promis de ne pas vous en parler. Je pense bien, mais puisque j'ai juré à madame sur la tête de madame que cela resterait entre nous, il me semble que madame peut avoir confiance. Eh bien, elle m'a simplement dit que vous aviez eu un geste... Un geste? Un geste très grave. Enfin, tellement grave qu'elle avait été obligée de vous renvoyer, séance tenante. C'est tout. Oui. Mais elle n'a pas dit... Et alors, qu'est-ce que madame s'imagine que j'ai eu comme geste? Mon Dieu. Eh bien, madame, voilà exactement ce qui s'est passé. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont, tant pis. Un soir, nous étions seuls, chez elle, comme ça, tous les deux. Et puis, dame, mon Dieu... hop là. Le geste que j'ai eu, tant pis, je l'ai dit. Je ne comprends pas. Madame ne comprend pas ce que je veux dire. Mais non. Mais voyons, je dis à madame que nous étions seuls, la comtesse et moi, dans l'appartement. Et alors? Bah, alors que madame passe en revue toutes les choses qu'un homme et une femme peuvent faire quand ils sont seuls. Je vois que madame a le doigt dessus. Eh bien, oui, madame, la chose à laquelle madame pense en ce moment, nous l'avons faite. On peut toujours dire qu'elle n'y est pour rien, n'est-ce pas? Madame sait très bien que ces choses-là ne peuvent pas se passer si l'un des deux s'y refuse absolument. Une dame a beau dire « Non, non, allez-vous-en, je ne veux pas, on sait très bien ce que ça veut dire. Et quand elle vous demande « Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ça, mais qu'est-ce que vous faites donc ?» Elle le sait très bien ce qu'on fait. Ce que j'ai fait et que j'étais dans mon droit. Non, certainement, ce ne sont pas des choses à faire. Mais parlons, madame, est-ce que ce sont des choses à faire que d'appeler son valet de chambre à minuit, dans son boudoir, quand on n'a plus qu'un petit peignoir sur soi, sous prétexte que le cordon de tirage des rideaux ne fonctionne pas très bien? Allons. Ah oui, moi, je connais la phrase. Un valet de chambre n'est pas un homme. Eh bien, elle a vu. J'espère au moins que cette dame a eu l'honnêteté de dire à madame que j'étais un bon serviteur. Elle me l'a dit, en effet. Ah, bon, alors je dirais à madame, si j'osais, je dirais à madame quelque chose qui, j'en suis sûr, la déciderait tout de suite à me prendre à son service. Ah oui? Ah oui. Et quelle chose? Je peux? Eh bien, je le dis à madame bien en face. Madame n'a rien à craindre avec moi à propos de ce que je pense, mais rien de rien. Pourquoi donc? Ben, n'est-ce pas, comment dire les choses sans risquer d'être impoli? Dans la vie, on a ses idées, ses goûts. Ah, je comprends. Je ne suis pas votre type. Voilà, madame ne me dit absolument rien. Eh bien, entre nous et à mon tour, sans vouloir vous froisser, j'aime mieux ça. Oh, tant mieux. Alors madame me garde à son service. Oh, mais... Ah bah si madame dit qu'elle est mieux ça, c'est que déjà dans sa pensée, je suis à son service. Oh, mon Dieu. Je le vois dans les yeux de madame, que madame dise oui. Oh, que madame dise oui, que je puisse écrire la bonne nouvelle à maman. Oh. À madame Maurice, et que madame a envie de... Eh bien, oui, c'est entendu. Oh, merci madame. Oh, ça c'est gentil. Et je jure à madame que madame ne regrettera pas d'avoir eu confiance en moi. Oh, merci madame, merci de tout mon cœur. À demain. Désiré. À demain, Désiré. Oh, la petite écharpe de madame. Oh, Finalement, Désiré a donc été engagé avec sa nouvelle patronne et avec le monsieur, le ministre, pour Deauville, ainsi que les autres domestiques d'ailleurs. Et là, Alain Decaux, nous allons avoir certainement une des scènes comiques les plus étonnantes chez Sacha Guitry. Une scène qui est parfois aussi un peu cruelle, puisque, en effet, Désiré va servir un repas. Ont invité un grand industriel et sa femme par le ministre et sa petite amie. Seulement, le grand industriel se décommande à la dernière minute, ce qui ne serait pas grave si la pauvre femme qui vient n'était entière et pas très intelligente non plus, n'est-ce pas? Si bien que là, Sacha Guitry se livre vraiment à une débauche de son talent comique, avec
en arrière-plan toujours cette observation dont vous parliez tout à l'heure, cette observation du genre humain. Et je crois que la meilleure façon, au fond, de prendre congé de Sacha Guitry, c'est de lui laisser la parole et d'assister à ce souper qui va se dérouler maintenant devant nous. C'est là que je me mets? Oui! Et ça, c'est la place de votre mari. Ah, c'est la place de mon mari. Oui, c'est ça. Elle a entendu. Oh! Il n'y a pas de potage. Ah oui, c'est une très belle plage. Eh bien, ça n'aura pas duré longtemps. C'était éreintant. D'abord, tu n'as pas besoin de lui dire qu'il n'y a pas de potage, elle le voit bien. J'adore le homard. C'est de la langouste. Ah oui, sûrement. Tant pis, hein? Qu'est-ce qu'elle a compris? Oh, je m'en fiche bien. Il me le paiera, Corniche, ce coup-là. Je lui enverrai un de ces matins un garçon que je connais et qui bégaye. Faire. Non, vraiment, quand on a une femme sourde à ce point-là, on ne la laisse pas venir toute seule chez les gens. D'ailleurs, tu ne trouves pas qu'elle entend de moins en moins? C'est peut-être l'air de la mer qui fait ça. C'est possible. C'est tout de même assez effrayant de parler comme ça devant elle sans la mêler à... Tu vois bien qu'elle en a l'habitude. Regarde-la, elle s'en fiche bien. Elle en profite pour bouffer comme quatre. Parce qu'elle m'a fait peur. Mais pourquoi est-ce qu'elle a crié comme ça? Parce qu'elle est sourde. Et qu'elle ne se rend pas compte. Il est si tendre. De qui parle-t-elle? Du langouste, pardi. C'est bien fait pour lui. Toujours pour le langouste? Il en a. Et en plus, elle est idiote. Son pauvre mari. Il a sûrement été pêché ce matin. Ah! Votre mari a été à la pêche ce matin? Non. Le homard. Il a sûrement été pêché ce matin. Je l'espère! Il sent la mer. Il ne peut tout de même pas sentir l'eucalyptus. On n'en a pas comme ça à Paris! Oh, pour sûr que je le dirai à mon mari. Oui! Il n'y a rien à faire. Oh, renonce-y, hein. Si madame voulait me permettre, je dirais à madame que madame a tort de crier comme ça. Madame se fatigue pour rien. J'ai eu un cousin qui était sourd et je sais comment il faut s'y prendre, que madame parle au contraire tout bas, cette dame. Tout bas et très lentement. Mais en articulant bien de cette façon, cette dame peut lire sur les lèvres de madame les mots qu'elle prononce. Comme c'est curieux. Oui, ou alors c'est directement dans l'oreille qu'il faut crier, comme ceci. Réserve spéciale 1927! S'il vous plaît, oui. En effet. Merci. Désiré, Oui, monsieur le ministre. servez-nous très vite, que ce dîner ne dure pas 1 heure. Bien, monsieur le ministre. Un peu genre buffet de gare. Bien, monsieur le ministre. Comment? Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi est-ce qu'elle parle bas comme ça tout à coup? Mais toujours pour la même raison. Parce qu'elle est sourde et qu'elle ne se rend pas compte. Je n'ai pas entendu ce que vous me disiez. Ah, si, vous êtes un peu dur d'oreille. Ah, peut-être, oui. C'est charmant. Mais c'est tout de même vrai qu'en parlant bas et en articulant bien, elle comprend presque tout. Oui, mais tu n'as pas besoin à moi de me parler comme ça. C'est vrai, pardon. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Je vous disais que votre nouveau valet de chambre est très bien. Eh bien, le voilà renseigné. Merci. 9h15. Quelle heure est-il? Je ne bois pas. Et en plus, elle est myope. Et maintenant,
Je voudrais profiter de ce que votre valet de chambre n'est pas là. Il est là. Madame veut-elle que je sorte? Non, non, restez. Désiré, Oui, monsieur le ministre. ne repassez pas le carré d'agneau. Monsieur le ministre, dois-je faire sauter la salade russe? Oui, mais il faudrait enlever le menu alors. Bien. Que madame regarde ostensiblement dehors. Oh, comme c'est joli. Vrai. Je croyais que c'était mon mari. Non, c'est la lune. Ah, ça n'est pas la même chose. Fou, mais toi, tu n'as pas froid? Non, mais je supporterais bien tout de même ma petite écharpe qui est sur le fauteuil près de l'escalier. La voici, madame. J'ai failli faire une gaffe. Oui. Oh, j'en aurais été désolée. Je crois que vous avez trouvé là l'oiseau rare. Mis votre écharpe sur vos épaules. Il a l'air de vous adorer. Et maintenant, écoutez une histoire qu'on m'a racontée et qui va vous amuser. C'est votre valet de chambre qui m'y fait penser. Connaissez-vous une espèce de folle, une russe, qui s'appelle la comtesse Diepchinska? Il me semble que je connais ce nom-là, oui. Eh bien, la sœur de ma cuisinière est femme de chambre chez cette comtesse. Et pareil, j'ai appris une histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? La sonnette. Pourquoi faire? Pour appeler Désiré. Tu veux qu'il écoute l'histoire? Non, mais je veux qu'il serve, qu'on sorte de table. Mais vous n'écoutez pas ce que je vous raconte. Si. Eh bien, cette comtesse avait un valet de chambre un peu dans le genre du vôtre, d'après le portrait qu'on m'en a fait. Et un soir... Désiré. Servez, je vous prie. Bien, madame. Cette dame est-elle également privée de fromage, monsieur le ministre? Philippe Nicot, vous venez d'accomplir ce que l'on peut qualifier en termes sportifs une performance. Car jouer d'abord du Sacha Guitry, c'est toujours une performance. Quand un acteur se trouve justement au pied d'un rôle pareil, de personnages dans lesquels Sacha Guitry s'est illustré, quel est un peu son état d'esprit? Mais je crois, enfin moi j'attaque le problème d'une façon tout à fait différente. Je trouve que c'est tellement bien écrit qu'on n'a qu'à apprendre le texte en gros. Quand on est un acteur, si on n'est pas un acteur, on fait des... Et quand on est un acteur, on rentre dans le texte de Guitry d'une façon... Il est mélodieusement écrit, et tellement mélodieusement écrit que finalement on a l'air de parler complètement naturellement, même si on n'est pas un très bon acteur. Mais, ce qui n'est pas le cas. Mais on n'est pas un peu poursuivi par l'ombre gigantesque de Guitry, par son personnage? On a mis bien ce qu'il composait. Voilà, exactement. C'est ça, Ah non, mais oui, bien sûr, ça c'est merveilleux, parce que le petit Mozart, je le revois si menu, si charmant. Etc., etc. Alors oui, ça bien sûr, cette mélodie-là reste dans l'oreille, surtout quand on l'a aimé comme moi je l'ai aimé, mais je crois qu'au contraire, justement, il peut être joué, ce texte-là, complètement naturellement, parce qu'il est écrit. Alors Guitry avait son phrasé à lui, mais chacun peut retrouver un phrasé qui est d'un texte bien écrit, alors qu'on trouve des textes maintenant, mais malheureusement pas très bien écrits. Pas aussi bien écrit en tout cas que lui, c'est certain. Mais je crois d'ailleurs que non seulement vous l'avez beaucoup aimé, vous avez été son interprète. Oui, j'ai fait son dernier film, et un jour, lorsque j'étais en train de tourner un film qui s'appelait, je crois que c'était Mademoiselle et son gang avec Sophie Desmarais, il venait me trouver en me disant, tu sais, il y a Guitry au téléphone. Alors je lui avais dit, oui, Napoléon, ce soir, moi, bon, ça. Il ne donnait pas beaucoup de coups de téléphone. Voilà, et alors finalement, je vois qu'il... Je vais au téléphone et dans cette cabine du studio de Boulogne, là, tout à coup, je décroche et je pensais que c'était une blague. Et tout à coup, j'entends la voix de Guitry. Et alors là, je reconnais immédiatement, pour l'avoir tellement aimé, cette voix qui me dit, cher Philippe Nicot, j'ai conçu le projet de faire un film qui s'appellerait Les Trois font la paire. Et j'ai conçu également de vous en rendre responsable pour une partie. Alors, si vous aviez l'amabilité de venir demain chez moi... Je place une parenthèse, il était malade depuis déjà 3 mois et c'était sa fin. Il était donc rivé dans son lit chez lui et cet homme conclut la conversation en me disant « Je vous attends demain chez moi, soyez exact, je le serai moi-même. »
Ce qui était admirable, c'est que, justement, nous avons parlé tout à l'heure avec Alain Decaux de ces mots d'esprit, de cet esprit étonnant qui fusait, mais il a eu le courage d'en faire jusqu'au bout. Ainsi, par exemple, puisque nous évoquons la dernière période de sa vie, il avait été très malade une nuit, et le médecin arrive le matin, très inquiet, presque affolé, en lui disant « Eh bien, monsieur Guitry, c'est un... » Et il lui fait « Ah, docteur, cette nuit, j'ai bien failli vous perdre. » Vous voyez, comprenez, c'est merveilleux. Et il disait aussi, toujours à cette période-là, il disait aussi, au fond, les médecins nous donnent de la morphine pour pouvoir, eux, dormir tranquille. Alors, quand vous avez tourné ce film, est-ce que il n'a donc pas pu le mettre en scène Non, il ne l'a pas mis directement en scène, c'est Clément Duhour qui l'a mis en scène et qui, le matin, arrivait chargé de la manne de Guitry et qui les places étaient dessinées et tout ça, et il l'a mis très bien en scène et qu'il soit salué au passage. Vous savez, le miracle de Guitry devait agir en quelque sorte par osmose, n'est-ce pas, sur le comédien. Vous sentiez que vous jouiez un texte de Guitry. Oui, et puis c'était un homme surtout qui vous communiquait quelque chose d'incroyable, qui est la présence des grands individus. Et c'était un grand, grand homme. Avec ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas de sa prétention, de son moche, enfin tout ça, ça ne me paraît pas important quand on a un homme de cette qualité de se servir d'adjectifs du quotidien pour le classer. Il était inclassable et c'était un homme qui vous donnait l'envie de la grâce du théâtre et de la connaissance absolument admirable qu'il avait du théâtre. D'ailleurs, écoutez, puisque nous avons évoqué justement la dernière partie de sa vie, c'est celle-là où vous avez été son interprète, et bien si vous voulez, terminons sur un mot qu'il a eu, qui a été un mot de la fin, un très joli mot de la fin. Il disait « Ne pas croire en Dieu, c'est se priver de la mort ». C'est beau, n'est-ce pas ? J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes, ils me donnent la même somme, exactement par mois, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, ils me croient tous les deux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser. Un seul amant, c'est ennuyeux, c'est monotone et soupçonneux, tandis que deux, c'est vraiment mieux. Mon Dieu.